j'ai une question qui concerne un peu le contexte de la société. Parce que tout à l'heure, vous disiez que traditionnellement, cette formule-là, c'est faite pour les ascètes qui vivent ou qui ont vécu dans un contexte très particulier. Et maintenant, on se retrouve dans un contexte qui est aussi très particulier, mais très différent. Après, dans certaines... si on parle des âges d'or, des âges, je crois que maintenant on est dans l'âge en métal un peu pourri, ou pas, avec moins de valeur. Et on peut donner je pense dans la mythologie, il y a à un moment donné la chute du monde ou de la société. Et je me demande où est-ce qu'on se retrouve actuellement et est-ce que ça a un impact en fait, ça a certainement un impact sur moi, mais comment aligner avec une pratique des yoga où on essaie de se rendre de plus en plus sensible, voilà, peut-être c'est déjà assez... Quand on parlait tout à l'heure du temps de pause traditionnel, ce n'était pas notre approche ici. Donc ce qu'on propose ici n'est pas lié à ce genre de temps, c'était lié pour des pratiques yogiques très spécifiques, des traditions différentes de la tradition dont on parle ici. Donc nous, on n'est pas dans cette orientation-là, ce qui n'empêche pas que des fois, il peut y avoir des périodes où, si la vie fait que vous êtes solitaire ou célibataire, que votre temps de pratique peut augmenter, comme un musicien, si son mari n'est pas là, si ses enfants ne sont pas là, il ne va plus jouer que s'il doit s'occuper de sa famille. Donc voilà. Mais nous, notre orientation n'est pas basée sur la quantité. Pour ce qui est de l'autre partie de la question, nous, on ne rentre pas dans ces schémas sociologiques de commentaires sur la société. Il y a une phrase dans le Coran qui dit « N'insultez pas le monde car il est Allah ». Voilà, donc ce qu'on appelle le monde, c'est une représentation de la conscience. Qu'on ait une représentation positive, ce qui est décrit dans les textes traditionnels comme les âges d'or, les âges d'argent, qu'on ait une représentation négative, ce qui est décrit dans les approches traditionnelles comme l'âge de bronze ou l'âge de fer, c'est des représentations. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des massacres, il y a toujours eu des morts. Donc la société n'a aucune... Ce qui est important, c'est votre vision de la vie. Cette vision de la vie n'est pas déterminée par la société. Dans les temps traditionnels, je n'ai pas de conviction qu'il y avait plus de gens proches de la réalité que dans les temps conflictueux, parce que dans les temps conflictueux, au contraire, il y a une espèce de mise en question qui se passe quand tout va bien. Et la société, c'est une représentation de vous-même. Donc, quand vous êtes jeune, en bonne santé, riche, vous vous mettez assez peu en question. Quand vous commencez à être vieux, malade et pauvre, il y a un questionnement qui généralement, pas toujours, est plus fort. Donc dans les temps difficiles, dans les temps apparemment difficiles de société, c'est des moments également qui permettent une mise en question. Parce que si la société va très bien, si votre maison est solide, si vous avez de quoi payer votre loyer, vous êtes en bonne santé, votre vie va être assez superficielle. Si la guerre menace, si votre maison est détruite et si vous ne savez pas comment manger, vous allez voir que vous allez être plus questionnant sur la vie, vous allez retrouver des valeurs plus essentielles que dans des périodes de vie auspicieuse. Alors moi, je n'ai pas d'évidence que les périodes dites difficiles, sont moins auspicieuses que les périodes dites faciles de la société. Je pense qu'au contraire, quand on va dans des périodes complexes, ce qui est peut-être le cas en ce moment, je pense que ça va amener une forme de questionnement plus important
que des périodes où tout le monde va s'imaginer aller bien. Encore faut-il voir que quand on parle du monde, on parle généralement que de notre société très proche. Les Européens s'imaginent qu'ils sont en paix depuis 70 ans, mais s'ils étaient vietnamiens, s'ils étaient tchétchènes, s'ils étaient yéménites, s'ils venaient de la République du Congo, s'ils étaient au Tibet, il y a de nombreux pays où le mot paix n'a pas eu de sens pendant ces 50 dernières années. Donc la petite Europe riche et la petite Amérique riche ont été relativement en paix, sauf si vous habitez en Serbie, vous voyez le monde tout à fait différemment. Donc la fin d'un monde, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et il y a d'autres continents qui ont d'autres visions. Et il faut arrêter d'imaginer que l'Europe ou l'Amérique sont le centre du monde. Cela a été historiquement à une époque, ce n'est plus le cas. Donc la paix ici, c'est la guerre là-bas, et la guerre là-bas, c'est la paix ici. Voilà, la société vit comme ça. Donc moi je pense qu'il n'y a aucune énergie à dépenser là-dedans. Par contre, chacun a sa résonance. Il y a des gens qui ont des compétences politiques, militaires, financières, donc qui participent à ces choses-là, c'est tout à fait respectable. Mais la manière pour nous d'aborder la vie, c'est ce qui est important, c'est ce questionnement intérieur. Et je pense qu'on peut l'avoir si on est prêtre, si on est militaire, si on est prostitué, si on est banquier ou si on est clochard. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait une manière de vivre qui soit supérieure aux autres. Je pense qu'on ne choisit pas notre manière de vivre, ni la société dans laquelle on vit. Donc, à un moment donné, vous devez assumer votre corps comme il est, pas celui que vous voudriez avoir. Vous devez assumer votre psychisme, pas celui que vous voudriez avoir, mais celui que vous avez. Et également, assumer la société, pas celle que vous voudriez avoir, mais celle qui est là. Et s'il y a la paix, vous vivez en paix. S'il y a la guerre, vous vivez en guerre. Et c'est pas comme si on pouvait choisir. Alors, je pense que le questionnement de la vie, c'est de l'adaptation aux situations. Quand il fait beau, vous adaptez au beau temps. Quand il fait froid, vous adaptez au froid. Donc, moi, je vois aucune différence dans les différents contextes. Et je pense que les descriptions traditionnelles des âges dorés ou des âges difficiles sont des représentations allégoriques qui visent à une forme de prise de conscience, mais ça vise à calmer le mental des gens agités. Mais je pense que ça n'a aucun sens profond. Toute l'expression du monde, quelle que soit la période, est une expression de la conscience. Il y a des expressions différentes. La paix et la guerre sont deux expressions différentes. Dans la Gita, vous avez une description de la forme cosmique de Vishnu, etc. Et vous avez une description de la guerre. Voilà, et Arjuna, qui est quand même le principal antagoniste de la Gita, Krishna ne lui demande pas de méditer, de faire du yoga, mais de prendre son arc et de combattre, d'abattre son maître d'armes, d'abattre ses cousins, parce que c'est la loi de la guerre. Donc, et quand vous lisez les chroniques arabes, turques, persanes des croisades, la guerre dans l'islam n'est pas du tout considérée comme non spirituelle, elle est tout à fait une expression de la vie, et le djihad extérieur est une forme du djihad intérieur, il n'y a pas de séparation. Donc moi je vois aucune différence entre les différentes périodes. On s'adapte, on vit avec ce qui est là, aujourd'hui on est en paix relative, on vit comme ça, demain on sera en guerre éventuelle, on s'adaptera à ça. Je pense que ça n'a aucune influence sur le questionnement intérieur. Parce qu'il y a un vrai questionnement, vous allez vous mettre en question, vous allez voir comment vous fonctionnez, quand vous avez peur, quand vous êtes triste, quand vous êtes joyeux, quand vous êtes jaloux, quand vous êtes violent, quand vous êtes agité, quand vous êtes dépressif, quand vous êtes extatique. C'est la vision de vous-même dans tous ces états, sans commentaire, parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas être différent de ce que vous êtes. Et cette profonde vision et acceptation de tous vos états, c'est ça l'orientation finalement de la tradition. C'est découvrir son fonctionnement. Et vraisemblablement, dans une période complexe, on va peut-être découvrir plus profondément son fonctionnement que quand, entre parenthèses, tout va bien.
Je pense qu'au contraire, les périodes difficiles, un corps difficile, une maladie difficile, une société difficile, elles vont plus stimuler l'intelligence que une société où pas grand-chose finalement de mis en question. Et en tout cas, nous, on n'a pas d'orientation sociologique. Chacun remplit selon ses capacités, son rôle dans la société. Il faut de tout dans la société. Peu importe ce qu'on fait. Il y a des policiers, il y a des gangsters, il y a des agriculteurs, il y a des yogis, il y a chaque chose à sa place. Donc, moi, je pense qu'on ne va pas s'occuper de la société en tant que telle. Si vous avez des capacités ou politiques, vous faites de la politique. Si vous avez des capacités thérapeutiques, vous devenez thérapeute. Si vous avez des capacités agraires, vous devenez agriculteur. Mais pour moi, ces choses-là ont peu d'importance. Chacun suit ce qui s'impose. Par contre, la vision de soi-même, le questionnement de soi-même peut avoir lieu, la conviction sur un champ de bataille peut avoir lieu dans un hôpital avec des mourants, peut avoir lieu dans une maison close, et peut avoir lieu dans une réunion de banquiers, peut avoir lieu dans des situations affectives difficiles. C'est pas lié aux situations. Donc, notre approche est de mettre aucun accent là-dessus. Vous êtes conditionné à avoir telle ou telle activité mondaine. Votre activité est nécessaire, la preuve elle est là, mais on ne s'occupe pas de son activité. Il n'y a pas à changer de métier, il n'y a pas à changer une activité pour une autre, c'est une forme d'ajournement. Donc vous restez où vous êtes, dans votre fonctionnement, célibataire, marié, concubin, ou peu importe. Il n'y a rien à changer. Par contre, dans ma fonctionnalité du moment, je vais découvrir mon fonctionnement. Je vais découvrir ma jalousie, ma peur, mon agitation, mon excitation, ma suffisance, mon arrogance, ma stupidité, ma lâcheté, mon courage, ma bêtise. Tout ça, je vais le découvrir quelle que soit la situation. Donc il n'y a pas à s'occuper de... C'est le monde qui nous donne des capacités sur le moment. Non, je n'ai pas à m'occuper de ma vie, je n'ai pas à m'occuper de... Ce que je fais, ça se fait tout seul. Par contre, la vision de soi-même, l'exploration de notre fonctionnement, mais c'est disponible à tout le monde, quelle que soit sa profession, quelle que soit sa capacité. C'est ça qui est important. Donc, je comprends qu'on lise René Guénon et qu'on lise qu'on étudie les différents passages de la société, soi-disant de l'âge sombre, ou plutôt de l'âge d'or à l'âge sombre. Et pour moi, c'est une forme d'analogie poétique. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas certains d'éléments concrets, mais et alors, vous vivez maintenant, ça m'est complètement égal ce qui se passait il y a X milliers d'années, ça m'est égal ce qui se passait hier. Ce qui est important, c'est maintenant, comment je fonctionne maintenant, dans la société de l'instant. Je ne m'occupe pas de celle de demain, elle n'a aucun intérêt, aucune importance, elle est prise en charge par la vie. C'est maintenant qui est important, c'est maintenant que je vois mon fonctionnement, c'est maintenant que je vois mon arrogance, c'est maintenant que je vois ma peur, c'est maintenant que je vois ma limite. C'est ça que je dois explorer. C'est vraiment ça l'approche traditionnelle. Eric, comment ne pas s'identifier avec les pensées qui apparaissent? Comment... Parce que vous allez voir de plus en plus que la pensée est mécanique. Et vous ne pensez pas, vous êtes pensé. Voilà. Vous ouvrez la télévision, vous voyez Mélenchon, vous voyez Le Pen, vous ne pensez pas, vous êtes pensé. Vous avez une opinion, lui c'est un salaud, lui c'est quelqu'un de merveilleux. Ça se fait automatiquement. Vous voyez un enfant se faire écraser par quelque chose, ça se fait automatiquement. Vous pensez pas, on ne pense pas, on est pensé. Tout ce que vous avez lu, votre éducation familiale, vos expériences de société, fait que
Vous pensez que les droits sont plus importants que les devoirs, vous votez à gauche. Vous pensez que les devoirs sont plus importants que les droits, vous votez à droite. C'est pas un choix. C'est quelque chose qui s'est imposé culturellement pour vous. Il n'y a rien de personnel là-dedans. On n'a aucune opinion personnelle. Votre sexualité, vous n'avez pas décidé d'être homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, non sexuel. Ça s'est imposé naturellement. Vous n'avez pas décidé d'aimer le beefsteak ou de préférer l'épouse de soja. Ça se fait naturellement. Vous n'avez pas décidé d'avoir besoin d'argent pour vivre, de vivre très sobrement. Ça se fait naturellement. Donc on ne décide de rien dans la vie. Donc quand je m'aperçois que tout ce que je pense vient de ce que je sens, et que ce que je sens est complètement purement mécanique, purement biologique, à un moment donné, il y a beaucoup moins de stimulation de la pensée. Donc vous et moi, on va toujours penser différemment, parce qu'on a un passé différent, une hérédité différente, des expériences différentes. Mais ce que vous pensez, ce que je pense, n'a aucune importance profonde. C'est pour ça qu'on peut être ami avec des gens. Moi, j'ai des amis qui pensent l'opposé de moi, avec juste raison, et on est amis, ça m'est égal ce qu'ils pensent, alors égal ce que je pense, parce que c'est nul ce qu'on pense. On serait né ailleurs, on verrait le monde autrement. Si vous naissez d'un camp palestinien, si vous naissez en Israël, vous voyez le monde différemment. Si vous naissez en une frontière ou l'autre en Ukraine, vous voyez le monde autrement. Si vous naissez au Pakistan, si vous naissez en Inde, vous voyez le monde autrement. C'est normal. Mais je ne suis pas obligé de penser que ce que je pense est plus juste que ce que pense l'autre. Parce que je serais né où il est né, j'aurais fait les mêmes expériences, je penserais comme lui. Donc moi, ce que je pense ne m'intéresse pas. J'ai des convictions modérées, mais elles ne m'intéressent pas parce que je sais qu'elles sont complètement bidons. Elles sont liées à une expérience que ma famille m'a transmise, mes lectures, mes expériences, la télévision, et tout ça fait que je pense comme ça. Mais il y a des gens qui pensent l'opposé, et pour moi, ils n'ont pas tort, ils ne sont pas idiots. Non, ils ont une autre expérience, et c'est léger. Je ne peux pas les convaincre, parce que leur expérience, ce n'est pas la mienne, ils ne peuvent pas me convaincre. Mon expérience, ce n'est pas la leur. Mais ce que je pense ne m'intéresse pas. Dans la vie de tous les jours, à un moment donné, la pensée va perdre son importance, parce que je n'ai pas besoin de justifier ce que je pense, je n'ai pas besoin de me défendre. Pour moi, ce que pense quelqu'un est toujours juste pour lui. Voilà. Vous marchez dans la forêt, vous écrasez des fourmis, les fourmis pensent que vous êtes un monstre, elles ont raison de leur point de vue. Vous prenez dans la forêt un animal de vous manger, c'est pas un méchant animal, il a raison de son point de vue. Mais je n'ai pas oublié de me prendre pour un monstre ou de me prendre pour un casse-croûte. L'animal me prend pour un casse-croûte, il a raison, la fourmi me prend pour un monstre, elle a raison, mais moi je ne me prends pas. Les gens plus intelligents que moi pensent que je suis bête, les gens plus bêtes que moi pensent que je suis intelligent. Moi je ne pense pas, c'est l'environnement qui me définit. Les gens plus grands que moi me trouvent petit, les gens plus petits que moi me trouvent grand. Moi je ne me trouve pas, c'est l'environnement qui me définit. Donc quand vous comprenez que tout ce que je pourrais penser sur moi-même vient finalement de l'opinion de l'environnement, il n'y a plus la stimulation de la pensée. Quelqu'un me dit « tu es idiot », ben oui, s'il est plus intelligent que moi, je suis idiot, bien sûr. Quelqu'un me dit « tu es lâche », ben oui, s'il est plus courageux que moi, ben je suis lâche. Et si quelqu'un me dit « mais tu es courageux », ben oui, ça veut dire qu'il est plus lâche que moi, donc il me trouve courageux, c'est normal. Mais quand je suis seul, je suis ni petit, ni grand, ni courageux, ni lâche, je suis rien du tout. C'est l'environnement qui me regarde et me trouve intelligent, courageux, bête, lâche, petit ou grand. Donc la pensée, c'est uniquement ça. La pensée, c'est uniquement le commentaire de l'environnement que je me suis approprié. On m'a dit que j'étais intelligent, je suis fier. On m'a dit que j'étais stupide, j'ai honte. Et je vis avec cette honte, je vis avec cette fierté. Et quand je m'aperçois de ça, à un moment donné, il n'y a rien dont je suis fier, il n'y a rien dont j'ai honte, parce que je ne peux pas être différent de ce que je suis. Donc la pensée va perdre de son impact. Et ce qu'on pense... Et quand on va vous poser la question « qu'est-ce que tu penses ?» c'est une question qui est bizarre, parce qu'on ne pense pas. Mais oui, mais je comprends que quelqu'un qui est né là pense comme ça. Je comprends que celui qui est né là-bas pense comme ça, mais moi je ne pense rien sur le sujet. Je comprends pourquoi les gens pensent comme ça. Celui qui a vécu ça, ben oui, il pense ça, bien sûr. Mais à un moment donné,
On n'a plus d'opinion personnelle. Il y a une écoute qui fait qu'on a une facilité avec quels que soient les courants de pensée. Mais pour moi, ce que pense quelqu'un est toujours juste pour lui, parce qu'il n'a pas d'autre possibilité. Quand un chien me lèche, il n'est pas gentil. Quand un chien mort, il n'est pas méchant. Quand un chien me lèche, c'est qu'il en sent en sécurité. Quand un chien mort, c'est qu'il a peur. Le chien qui va mordre va lécher quelqu'un d'autre. Celui qui me lèche va mordre quelqu'un d'autre. Donc je vais agir différemment qu'un chien qui me mord, un chien qui me laisse, mais j'ai la même affection. Il n'y a pas de chien gentil ou méchant. Il n'y a pas d'environnement méchant ou gentil. Les gens font ce qu'ils peuvent. Les gens qui m'haïssent ne peuvent pas faire autrement. Ils ont raison de leur point de vue. Les gens qui m'aiment ne peuvent pas faire autrement. Ils ne sont pas plus gentils. Je dis un mot pour qu'ils m'haïssent. Et des fois, ceux qui m'haïssent, on dit un mot, ils changent. Donc, à un moment donné, il n'y a plus de... Donc, tout ce qui pourrait stimuler la pensée, comme les gens disent, je pense ça, c'est plus possible. Moi, je pense pas ça, je pense rien. On peut me présenter une situation géopolitique, ben oui, selon ma mémoire, selon ce que j'ai lu, selon ce qu'on m'a raconté, selon ce que j'ai vécu, ben je comprends plus ce point de vue que l'autre. Mais parce que j'ai eu cette expérience, mais si j'étais né là-bas, avec d'autres expériences, ben je pensais le contraire. Donc ça ne me gêne pas d'avoir une opinion. Je sais qu'elle est tronquée, mais ce que je pense est léger pour moi. Je ne m'approprie pas ce que je pense. C'est mécanique. Vous me tapez sur le genou, le tibia monte. Je ne monte pas, c'est le tibia qui monte. Et dans cette situation, ma pensée mécanique va apparaître et je vais répondre mécaniquement les informations que je me suis appropriées. Et ce n'est pas un problème, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Par contre, je peux me rendre compte que ce que je vais raconter est totalement bidon et superficiel. C'est lié à une représentation du monde qui m'est venue par hérédité, par transmission, par situation, par expérience. Et si j'avais eu d'autres expériences, si au lieu d'avoir une jeunesse facile, j'avais une jeunesse difficile, si au lieu d'être né d'un pays riche, né d'un pays pauvre, ben, je penserais évidemment totalement le contraire. Mais je ne peux pas m'abstraire de mon passé, de ce que je pense. Donc je n'essaie même pas de changer ma pensée. Comme les gens disent, je me mets à la place, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Je n'ai pas été violé comme lui, je n'ai pas été torturé comme lui, je n'ai pas souffert comme lui, je ne peux pas voir le monde. Mais je peux voir que ma vision du monde, c'est la mienne, dans sa limite, mais dans sa légèreté. Elle ne peut pas être mise en question parce que moi-même, je ne l'ai pas structurée intentionnellement. Elle est légère. Je pense ça, peut-être demain, je vais voir le monde autrement. Le temps donne d'autres orientations. En France, on étudie la civilisation gallo-romaine comme étant une période faste de la Gaule. Vraisemblablement, tous les Gaulois qui étaient crucifiés le long des routes de France pendant les 200 ans d'occupation romaine voyaient cette civilisation très différemment de ce qu'on apprend maintenant dans les livres d'école. Mais peut-être à la longue, 1000 ans après, on va dire, mais finalement c'était très bien qu'il y ait une occupation romaine. Moi, j'ai pas d'opinion. Je ne sais pas si les Romains ont été des monstres, de crucifier tout ce qu'ils ont fait en Gaule, et pas qu'en Gaule, dans toute l'Europe. Je ne sais pas s'ils ont amené une civilisation brillante, je ne sais pas ce qui est juste, parce que je ne connais pas le juste et l'injuste. Il y en a qui l'ont vécu à l'époque comme un génocide. Il y en a qui l'enseignent maintenant comme étant une période faste de l'histoire. J'écoute, je peux comprendre les deux. Mais ça m'est égal. Je ne sais pas ce qui est juste. Je comprends qu'il y en a qui le savent. Mais moi, je n'ai pas d'opinion politique. Pas d'opinion idéologique. Si la situation, on s'adapte. Si y a la paix, on fait la paix. S'il faut faire la guerre, on fait la guerre. Mais pour moi, l'adversaire n'est pas un ennemi. S'il faut le tuer, on le tue. On mange dans la forêt, on tue les animaux. C'est la vie. Ça ne me gêne pas. Mais je ne vais pas penser que le soldat étranger qui vient dans mon pays, qui brûle, qui pille, qui est méchant. Non, non. Il fait ce qu'il peut faire. C'est pas comme s'il avait le choix. J'ai pas de problème pour le tuer s'il faut, pour être tué s'il faut, mais j'ai pas d'opinion idéologique. Pour moi, il n'est pas méchant, il n'est pas faux, ça s'appelle la vie.
La vie, il faut l'accepter dans sa totalité. On accepte la tendresse, il faut accepter la violence, parce qu'elle est faite des deux. Donc, à un moment donné, la pensée idéologique vous quitte vraiment. Et si on me demande qu'est-ce que tu penses, mais des fois, vous allez avoir un moment d'arrêt parce qu'il n'y a rien qui vous vient. Non, par contre, je comprends plus qu'à un certain point celui qui pense comme ça. Je comprends également celui qui pense comme ça jusqu'à un certain point. Mais je ne suis pas obligé d'avoir une opinion. Moi, je n'ai pas d'opinion sur l'écologie. C'est trop compliqué, je n'ai pas le temps, ma vie est trop limitée. Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez riche, je n'ai pas assez de temps pour savoir. Il y a des gens qui savent que ça c'est merveilleux, ça c'est dramatique. Moi, je n'ai pas les capacités de savoir, je n'ai pas les informations. Je ne perds pas de temps à essayer de savoir ce que je ne sais pas. Il y en a qui savent, on vient le savoir, je suis content pour eux. Donc je ne peux pas avoir de dynamique de la pensée. Parce que celui qui pense, c'est celui qui sait. Il sait qu'il a raison. Et je suis content pour eux. Mais moi, je n'ai pas raison dans aucun domaine. Donc ma pensée est légère. Je peux avoir un discours. Si je suis avec des amis de droite, généralement, je vais exprimer, parce que je pense qu'il faut s'ouvrir des opinions plutôt de gauche. Quand je suis avec des amis de gauche, généralement, ils sont des opinions plutôt de droite. Parce que je pense que chacun doit se rendre compte que les choses ne sont pas blanches ou noires, mais moi, je n'ai pas d'opinion. C'est les gens autour de moi qui me stimulent dans un sens ou dans l'autre. Mais s'il n'y a personne autour de moi, je n'ai pas de représentation idéologique, ni religieuse. Quand je suis avec des chrétiens, je formule certaines choses. Si je suis avec des musulmans, je formule autre chose. Si je suis avec des hindous, je formule autre chose. Si je suis avec des athées, je formule... Moi, quand je suis seul, je ne suis pas hindou, je ne suis pas athée, je ne suis rien du tout. Dans la vie, c'est l'adaptation. Donc, quand vous comprenez la vie comme ça, vous allez voir que la pensée perd de son intensité. La pensée, c'est celui qui sait. Mais si on ne sait pas, il n'y a que lui qui sait. Moi, je ne sais pas. Donc, si je me rends compte que la nature profonde, c'est de rien savoir, que quand je dis je sais, c'est une prétention totale, la pensée va vraiment se réduire. Et celui qui sait, bien sûr, est toujours dans la pensée. Mais c'est un... On va dire ça passe. Et tant qu'il y a une conviction, tant qu'on est de droite, tant qu'on est de gauche, tant qu'on est écologiste, tant qu'on est français, tant qu'on se prend pour une femme, pour un homme, bien sûr on pense. Mais en vérité on est pensé par notre imaginaire. Quand quelqu'un dit ça, on réagit. Quelqu'un dit ça, quelqu'un fait ça. C'est mécanique. C'est pas grave. Mais à un moment donné, ça se réduit parce qu'on n'a pas de... Il n'y a pas de raison de se prendre pour quelque chose. Pas parce qu'on a un passeport, qu'on est d'un pays. Moi, j'ai un passeport français, mais si demain je vivrais en Amérique, j'aurais un passeport américain, je ne serais pas américain. Si je vivrais en Chine, je ne serais pas chinois. Je ne suis ni français, ni américain, ni chinois. Je connais mieux la littérature française que la littérature chinoise. Mais je ne suis pas français pour autant. J'ai un passeport français, ça ne me gêne pas. Mais je ne suis pas français. Je ne me prends pas pour un homme. Si quelqu'un dit les hommes sont ceci, ben, je peux écouter, je peux penser que c'est plus ou moins vrai, que c'est plus ou moins faux, mais et alors ça ne me concerne pas. Je n'ai pas besoin de m'approprier une quelconque identité. L'identité est purement externe, elle ne me gêne pas, mais c'est léger. Je ne suis pas identifié à ma sexualité, ou à mes goûts, à mes opinions politiques, culturelles, ça n'a aucune importance pour moi. Donc, à un moment donné, la pensée vraiment devient très léger. Ça ne joue pas dans des relations profondes. Quand vous avez des relations avec l'environnement, ce qu'on pense, moi je ne sais pas ce que pensent mes amis, ça ne m'intéresse pas. Ils ne s'intéressent pas à ce que je pense non plus. Donc on a des relations faciles, des relations affectueuses. Ça vient du cœur, ça ne vient pas de la pensée. C'est terrible, les gens qui peuvent uniquement avoir des relations avec des gens qui pensent comme eux. Mais la plupart des gens sont comme ça. Mais c'est une forme de peur, finalement. Donc, naturellement, la pensée, à un moment donné, se perd de son intensité. Et l'approche corporelle, ben, c'est vrai que ça stimule le ressenti. Et qu'on ne veut pas sentir et penser à la fois, c'est deux
zones différentes du cerveau. Au plus le corps devient sensible, au plus la pensée va se réduire naturellement. C'est pour ça que quand les gens sont agités, ils vont faire un match de football, après ils sont plus tranquilles, ou un match de boxe, ou ils vont nager, ou ils vont faire le ménage. Et dès que vous rentrez dans une activité corporelle, la pensée se réduit. C'est pour ça que tous les autres monastiques ont toujours mis l'accent sur les activités physiques. Parce que quand vous coupez de l'herbe, quand vous faites de l'huile, quand vous construisez un mur, votre pensée est réduite. Et les gens qui rentrent dans les ordres monastiques sont souvent des gens très agités, c'est parce qu'il y a des problèmes, ils n'arrivent pas à faire face à la vie, qui se réfugient dans un monastère. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire travailler, qui pensent moins. C'est la même chose pour les gens qui s'engagent dans la Légion étrangère, parce qu'ils ont des problèmes avec la société. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire, pour leur en faire baver, parce que quand vous portez 40 kilos pendant 20 km sur le dos, en marche rapide, dans le froid, etc., vos problèmes psychologiques se réduisent à vue d'œil. Parce qu'il y a un instinct qui est la survie. Donc, toutes les sociétés humaines ont fait la même constatation. Dès que quelqu'un a des problèmes psychologiques, il faut le mettre sur un chantier, d'un chose difficile, et ça guérit les gens, c'est pas la peine de voir des psychologues. Non, il faut mettre les gens en situation de survie corporelle, et les problèmes psychologiques s'éliminent très vite. Pendant les guerres, il n'y a jamais de suicide psychologique. Quand on essaie d'échapper à un bombardement, on ne se suicide pas. Les gens qui se suicident, c'est des gens qui ont des vies trop faciles. Donc, la pensée va perdre à un moment donné de sa stimulation. Il n'y a pas essayé de s'empêcher de penser. Il n'y a pas essayé de réduire la pensée, de contrôler ses pensées, toutes ces choses complètement pathologiques. Il y a simplement de plus en plus intimé ce qui se passe, avec son fonctionnement, votre fonctionnement, celui de votre environnement, celui de la société. Et à un moment donné, je me rends compte que tout ce que je pense est totalement conditionné par mon imaginaire, par mon hérédité, par mon imaginaire racial, mon imaginaire sexuel, mon imaginaire identitaire. Et bien sûr, je pense ça. Mais c'est nul ce que je pense. Et quand je me rends compte que c'est nul ce que je pense, la pensée se réduit énormément. Et celui qui est fier de ce qu'il pense, celui qui se prend pour un homme, celui qui se prend pour un Français, celui qui se prend pour un bouddhiste, celui qui se prend pour un hétérosexuel, celui qui se prend pour... Alors bien sûr, constamment, la vie en société va mettre en question ses identités, donc il va se sentir agressé, donc il va se défendre. C'est un sac sans fin. C'est l'identité qui crée la problématique. Il va d'abord mettre en question son identité. Qu'est-ce que je suis quand je ne me pense pas? Qu'est-ce que je suis quand je ne me mémorise pas? Et là, la pensée a trouvé sa place, qui est une place fonctionnelle. C'est une activité cérébrale légitime, c'est pas un problème de penser, mais on pense quand il faut penser. Comme le foie fonctionne quand il doit fonctionner, il y a des moments où il faut penser, mais il y a plein de moments où il n'y a rien à penser. Qu'est-ce que vous voulez penser? Quand vous regardez la pleine lune, qu'est-ce qu'il y a à penser? Quand vous êtes amoureux, qu'est-ce qu'il y a à penser? Quand vous souffrez, qu'est-ce qu'il y a à penser? La vie, c'est une écoute. La pensée a sa place, de manière relative dedans, mais c'est très léger, la pensée. Ça vous arrive de dire que ce qui est superficiel est profond et que ce qui est profond est superficiel. Dans le premier cas, j'arrive à saisir, mais dans le second cas, j'ai plus du mal. Parce qu'il n'y a rien de superficiel. C'est nous qui étiquetons les choses. C'est dans les petites choses qu'on voit la profondeur de la vie. Ce qui est soi-disant profond est superficiel, parce que c'est généralement des purement conceptuels. Il y a des gens qui passent leur temps à penser à la non-dualité, à penser à la sagesse, à penser à... C'est vraiment superficiel. C'est uniquement une agitation. Ils n'arrivent pas à faire face à leur mariage, ils n'arrivent pas à faire face à leurs problèmes d'argent, ils n'arrivent pas à faire face à leur sexualité, ils n'arrivent pas à faire face à... peu importe dans la société. Donc ils se réfugient
dans les imaginaires spirituels. Ça, on peut dire, ben oui, dans ce cas-là, ce qui est profond, ce qui semble profond est superficiel. Il y a des gens qui posent une question sur la non-dualité, mais ils ne savent pas comment fonctionner avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leurs parents, avec leur corps. Non, il faut d'abord qu'ils s'occupent de leur environnement, et on verra après la non-dualité. Et ce qui est superficiel et profond, ça veut dire, oui, c'est dans votre manière de vivre d'instant en instant, comment vous vous comportez avec l'environnement, comment vous vous comportez avec vos parents, comment vous vous comportez avec votre corps, comment vous vous comportez avec le voisin, comment vous vous comportez avec les gens qui vous détestent, comment vous vous comportez avec les gens qui vous aiment, comment vous vous comportez avec les gens qui vous en veulent, comment vous vous comportez avec les gens... C'est dans ces choses dites superficielles que vous allez voir vraiment comment ça fonctionne en vous. Qu'est-ce qui est léger pour vous, qu'est-ce qui vous affecte, qu'est-ce que vous vivez comme violence, qu'est-ce que vous vivez comme culpabilité, qu'est-ce que vous vivez comme acceptation. C'est là que vous allez le voir. L'essentiel de la vie, c'est ce qui se présente dans l'instant. Donc, à un moment donné, on laisse les discours spirituels, on laisse les imaginaires d'explication spirituelle des choses pour regarder comment je fonctionne quand quelqu'un m'aime, comment je fonctionne quand quelqu'un me déteste, comment je fonctionne quand quelqu'un m'en veut, comment je fonctionne quand... C'est là où on voit comment on fonctionne. Comment je fonctionne quand j'ai peur. Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi ça me fait peur? Comment je fonctionne quand j'ai une culpabilité? Pourquoi j'ai une culpabilité? Comment j'ai une culpabilité? Comment je fonctionne pourquoi j'ai besoin de prétendre ça? Pourquoi j'ai besoin de me défendre? Pourquoi j'ai besoin de faire croire que je suis intelligent? Pourquoi j'ai besoin de faire croire que je suis fort? Pourquoi je refuse de montrer ma lâcheté? Pourquoi je refuse de montrer ma bêtise? Pourquoi je suis constamment en train de prétendre? Pourquoi je suis constamment en train de me vendre? Pourquoi je suis constamment en train d'anticiper? C'est là que je vais voir mon vrai fonctionnement. Pas dans des discours sur la non-dualité, sur la spiritualité. Il n'y a pas de différence essentielle. Mais pour beaucoup de gens, c'est une forme de fuite. Donc c'est dans ce sens-là. Eric, j'ai une question. Par rapport justement au concept non-duel qui semble s'être un peu accumulé, il y a des concepts très nobles comme celui de la présence ou la perception. Et même s'il n'y a aucune différence qui est vue, je voulais savoir comment ce schéma en fait d'auto-investigation ou de pratique peut s'alléger pour que le concept lui-même soit abandonné. La seule pratique, c'est de voir son fonctionnement. Donc là, il n'y a pas besoin de concept. J'ai pas besoin de concept non-duel pour voir quand la peur surgit en moi, quand la jalousie surgit, quand la prétention surgit. Ça se fait malgré moi. Donc, il n'y a pas de pratique spirituelle. C'est des mots, on peut dire qu'il y a la pédagogique, mais honnêtement, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de pratique spirituelle. Ce qu'on a appelé pratique spirituelle, par manque de formulation claire, finalement, en vérité, c'est comment le pressentiment spirituel va s'actualiser dans la vie de tous les jours. Donc, ce n'est pas une pratique, et après, ça a été mal compris. Par exemple, le yoga, traditionnellement, ce n'est pas une méthode, contrairement à comme on le comprend maintenant, ce n'est pas une méthode pour arriver à une expérience spirituelle, c'est le contraire. Et quand une expérience spirituelle profonde arrive chez quelqu'un, dans certains contextes, le yoga était un moyen pour intégrer cette expérience spirituelle. Pour que cette expérience spirituelle, qui est une expérience non-duelle, se transpose dans l'espace-temps, c'est-à-dire corporellement et mentalement. Donc le yoga traditionnel, c'est comment intégrer cette expérience qui est au-delà du temps et de l'espace, dans le temps et l'espace. La pratique va amener une intégration de cette expérience dans la fonctionnalité de la vie de tous les jours. Par manque de clarté, le yoga est devenu une méthode pour arriver à cette expérience, et là, on rentre dans le préjugé démocratique de croire que le moins peut atteindre le plus,
et c'est ni vrai en démocratie, ni vrai en spiritualité. C'est la clarté qui amène au yoga, c'est pas le yoga qui amène à la clarté. C'est formulé textuellement comme ça dans le Tantraloka d'Abhinavagupta. Donc, la pratique est une expression de la clarté. C'est pour ça que dans le yoga intentionnel de chez Patanjali, dans beaucoup d'écoles, ce qu'on appelle les yama niyama, les observances et les abstinences, et progressivement on arrive à la clarté. Pour Abhinavagupta, c'est pour l'école cachemirienne, yama et niyama, c'est l'extrême expression de la clarté. Quand quelqu'un s'est libéré de l'image de lui-même, son fonctionnement va suivre les codifications organiques de la société. Donc il n'a plus besoin de mentir parce qu'il n'a rien à prétendre, il n'a plus besoin de s'approprier les choses, qu'il n'a besoin de rien, il n'a plus besoin, etc., etc. Donc les observances et les abstinences sont l'extrême expression de la vie du sage. Ce n'est pas un moyen. Une personne égotique qui veut s'empêcher de ceci, qui veut s'empêcher de cela, ça va uniquement devenir une pâture pour psychologue ou pour psychiatre ultérieurement, parce qu'il va vivre qu'en frustration. Il va combattre ses pulsions et il va finir à l'hôpital psychiatrique. Donc, dans l'approche directe, on n'a pas de dynamique pour changer son fonctionnement. La dynamique, c'est pour pressentir la perspective. Et au plus cette perspective se fait jour en moi, au plus, jusqu'à un certain point, mes actions vont refléter cette perspective. Mais pas de manière intentionnelle. Il ne va jamais y avoir d'essai. Je ne vais pas essayer d'être juste parce que je ne sais pas ce qui est juste. Donc mon action va être en fonction de mes limitations, mais habitée jusqu'à un certain point par une forme de clarté. Au plus la clarté va s'éveiller en moi, au plus mon fonctionnement sera clair. Tant que la clarté n'est pas totalement installée, tant que je ne suis pas un sage, eh bien, il y aura des actions qui vont refléter mon manque de clarté. Mais ce n'est pas de réguler mes actions qui va amener à la clarté, c'est de laisser vivre en moi la clarté qui va réguler mes actions. Donc, l'approche traditionnelle ne s'occupe pas, en tout cas l'approche directe, ne s'occupe pas de ces actions, parce que l'action est une expression de la clarté, non pas un moyen. Dans les Brahma Sutras de Shankara, il y a un sloka qui dit, de Shankara, l'action ne mène pas à la connaissance. Voilà, ça c'est le cœur du Vedanta. L'action ne mène pas à la connaissance. Ce que je fais n'a aucune importance, ce qui est important c'est ce que je suis. Quand je mets l'accent sur ce que je fais, est-ce que j'ai oublié ce que je suis? Quand je mets l'accent sur ce que je suis, ce que je fais devient subalterne. Ça, c'est la perspective traditionnelle. Dans l'approche directe, et de mettre l'accent sur ce que je suis, pas de manière objective, parce que je ne peux pas me le représenter, mais je peux le pressentir, parce que tous les soirs j'expérimente quand je rentre dans le sommeil profond. Vous abandonnez votre mari, votre chien, votre maîtresse, votre voiture, vos occupations pour ne rien être le soir. C'est le moment extatique du sommeil profond. Donc on a tous cette expérience, et ensuite entre deux pensées, éventuelles entre deux perceptions. Donc quand l'orientation devient claire, ce que je fais est une expression limitée de ma compréhension. Et tant que la compréhension est limitée, ben mon expression effectivement est limitée aussi. Donc il n'y a pas de... On ne s'occupe pas de ce qu'on fait finalement. On ne s'occupe pas de dualité, de présence, essayer d'être... C'est pour ça que Jean Klein a beaucoup utilisé le mot écoute, parce que si on parle de présence, si on parle de conscience, si on parle de clarté, si on parle de Dieu, peu importe, ça crée automatiquement une forme d'imaginaire. Et donc les gens essaient d'être quelque chose, ils essaient d'être conscients, ils essaient d'être présents, ils essaient de... Il y en a même qui essaient de méditer. Mais si on vous dit ce qui est important, c'est l'écoute, souvent le mot écoute, généralement, prête assez peu à l'imaginaire. Parce que vous ne pouvez pas vous représenter ce que c'est l'écoute. Personne dit « je suis écoute ». L'imaginaire a peu de place. C'est pour ça que Jean Klein a eu la grande intelligence d'utiliser beaucoup ce mot. Parce que si on vous dit « soyez conscient », il y a encore un peu la pathologie d'imaginer d'être conscient. Mais si on dit « vous êtes écoute », si on dit l'important c'est l'écoute, ça vous lève finalement tout dynamisme de représentation. Et c'est ça qui est important.
Parce que le pressentiment de la vie, il n'y a pas de représentation possible. Donc, pour nous, le mot écoute est un mot qui va coiffer les choses parce que justement, il est sans représentation. Alors que le mot présence, le mot conscience, le mot non-dualité, c'est très difficile de ne pas automatiquement partir avec votre logiciel d'appropriation. Vous avez lu Ramana Maharshi, vous avez lu les Upanishads, vous avez lu Ibn Arabi, vous avez lu Toller ou Suso, vous avez lu. Et donc on emploie le mot non-dualité, le mot conscience, pour rappeler, ah oui, lui dit ça, puis Maharaj dit ça, et puis l'écoute, le mot écoute, il n'y a qu'écoute. Il y a très peu de stimuli, il y a très peu de représentation. C'est pas dans les textes. Donc c'est pour ça que ce mot est important. Et ça va balayer les représentations adorables, sympathiques et vraiment imaginaires de la non-dualité dans les représentations psychologiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir notre fonctionnement. Ce fonctionnement apparaît dans l'écoute. L'attention apparaît, la détente apparaît dans l'écoute. Ma peur apparaît, ma suffisance apparaît, mon agitation apparaît dans l'écoute. Il y a de plus en plus l'accent sur l'écoute et non pas sur l'agitation, non pas sur ce qui est tendu, sur ce qui est détendu. Donc c'est comme ça que finalement qu'on aborde les choses. J'ai une question sur le concept de paix tel qu'il est exposé ici dans la tradition et l'appétence vers cet état apaisé. Finalement, c'est la seule chose qu'on désire vraiment et c'est très, oui, d'une certaine façon, je suis assez d'accord, par l'expérience, avec cette vision des choses et que quand on est dans l'eau et qu'on peut faire la planche, c'est peut-être le meilleur moment où on peut voir son agitation et la propension qu'on peut avoir à saisir la balle par contraste. Et en même temps, il y a une autre vérité que j'expérimente, c'est que dans la vie de tous les jours, quand je me retrouve désœuvré, hop, paf, la télévision, hop, paf, une cigarette, et je génère une agitation, et je suis conscient de générer cette agitation, et qu'est-ce qui fait que j'ai cette appétence à l'agitation, alors que je sais également que c'est vraiment bon aussi d'aller vers cette vérité, d'aller vers un apaisement. Le besoin d'agitation vient de la peur. Et ce n'est pas une peur personnelle, on a tous cette peur, sauf pour un sage. C'est le besoin de combler le vide. Parce que finalement, la paix dans le sens profond, c'est le vide, mais le vide, pour nous, c'est l'absence de quelque chose. Alors que le vide dont parle la tradition, c'est un vide en tant que présence. Même si des fois on le décrit comme absence, mais c'est une absence par rapport à toute objectivité. Donc, pour la plupart des gens, le vide est quelque chose de... Ça crée un immense malaise. Parce que pourquoi la société, l'éducation, quand un enfant reste assis à rien faire, mais il ne reste pas à rien faire, va jouer, amuse-toi, fais quelque chose. C'est très très fort. Donc là, depuis tout petit, l'enfant est poussé de faire quelque chose. Il faut qu'il s'amuse, et on va trouver toutes les occupations pour distraire les enfants. Il faut qu'ils fassent de la boxe, du piano, du cheval, de la poésie, de la poterie. Pas qu'il reste sans rien faire, qu'un enfant regarde le ciel, dit il est idiot, il est feignant. Donc voilà, notre société est basée là-dessus. On est basé sur le faire plus, qu'est-ce que tu fais? Les gens sont fiers de ce qu'ils ont fait, il y en a qui n'ont rien fait, ils sont malheureux parce qu'ils n'ont rien fait. On est une société d'accumulation, et donc c'est tout à fait normal, vu qu'on est dans cette société, d'avoir une estime, de s'être approprié finalement cette espèce de valeur, et si à un moment sans rien, en tout cas rien de ce qui nous semble important, on le vit comme un vide, et c'est vraisemblablement une ancienne mémoire du moment qu'un enfant naît, il y a deux réflexes. Le premier réflexe, c'est la respiration. Et l'enfant naît, il inspire. Donc le premier besoin, c'est la respiration. Et quand quelqu'un
Si vous empêchez quelqu'un de respirer, il devient fou extrêmement rapidement. Le deuxième réflexe, c'est l'alimentation. L'enfant sait que si on ne lui donne pas à manger, au bout de 3 jours, il est mort. C'est un choc pour l'enfant, parce que l'enfant a passé 9 mois dans le ventre de sa mère, ou 8 mois ou 7 mois, s'il est un peu prématuré, mais en tout cas, il était sans besoin. C'est-à-dire il était nourri, sans demande, dans une ambiance chaude, tranquille généralement. Et puis il y aurait eu des traumatismes, bien sûr, mais donc quand l'enfant naît, c'est une agression absolue. Le bruit, le froid, les gens qui vous touchent, ça doit être, c'est un choc, je pense qu'on ne se remet jamais d'être né. Et en plus, si au bout de 3 heures on ne me donne pas à manger, il y a biologiquement une horloge dans mon cerveau qui me dit déjà, si on ne me donne pas à manger pendant 2 jours et demi, je suis mort. Donc la nourriture va devenir extraordinairement importante pour calmer l'enfant. La seule manière, c'est de le nourrir. Et donc il y a une association qui se fait avec la nourriture, et la nourriture, c'est la sécurité. Et ensuite, progressivement, avec la croissance, on va transposer cette sécurité sur différentes choses. Pour certains, la sécurité, c'est l'amour, d'autres, c'est les voitures, d'autres, c'est l'argent, d'autres, c'est la beauté, d'autres, c'est la virilité, d'autres, c'est la célébrité, chacun son truc. Mais c'est toujours une transposition. Et la peur du bébé, quand au bout de 3 heures, on ne lui donne pas à manger, les hurlements qu'il a sont extrêmement les mêmes que celui qui s'est investi dans les voitures, on lui vole sa voiture, il y en a à l'oreille leur voiture, ils sentent ça comme une blessure personnelle. Il y a des gens, on vole leur femme, c'est une chose personnelle. Il y en a leur enfant, c'est personnel. Il y en a, ils ratent une élection et ils deviennent fous. Et il y a même des gens, on parlait nommer souvent des Brésiliens qui, quand ils perdent une coupe de football, se suicident. C'est la même chose. C'est la même douleur totale. J'ai investi dans cette situation et si mon équipe gagne, je gagne. Si mon équipe perd, je perds. Et je perds, c'est une perte totale et c'est la mort. Et il y en a qui le vivent comme ça. Alors ça, on fait tout. Donc tout ça a fait que, bien sûr, quand il y a un moment, il n'y a pas grand-chose, mais il y a un mécanisme de survie qui ont besoin de se nourrir et qui ont besoin automatiquement, j'allume la télévision ou une cigarette, chacun son truc, ou je vais faire de la course à pied, c'est pareil. Donc c'est une chose qui est très profonde en nous, il ne s'agit pas de choses, on ne peut pas changer ça, c'est le cerveau archaïque, vous n'avez aucune possibilité de dealer avec le cerveau archaïque, toutes vos décisions, tous vos raisonnements, toute votre intelligence, c'est le cerveau frontal, tardif, cortex, néocortex, le rhinencéphale, le paléencéphale, les vieux cerveaux ne sont pas affectés par vos décisions immatures de dire de ne plus faire ça, je vais faire ça, non. Le cerveau ancien, il n'est pas touché par ça. Par contre, si on vous prend la tête, si on vous met sous l'eau, au bout de quelques minutes, votre cerveau ancien va prendre le dessus et votre réponse va venir vraiment de la survie naturelle. Et pour certains, cette survie, ça va être la télévision, ça va être la cigarette, ça va être de faire quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Et c'est tout à fait légitime. Donc on a tous ce fonctionnement dû à notre... on est tous nés sur certains plans. Et donc on doit voir ça. Donc c'est pas problématique quand je me rends compte que c'est mécanique. Par contre, progressivement, il va y avoir une... Si vous êtes stimulé par l'exploration tactile, et que vous arrivez à cette extraordinaire expérience le soir, si vous avez la chance inouïe de dormir seul, si vous avez la chance inouïe de ne pas manger un gros repas le soir ou de ne pas manger le soir, si vous avez la chance inouïe quand vous vous couchez le soir de ne pas ressasser toutes les agressions de la journée, si vous avez la chance inouïe quand vous vous couchez le soir de ne pas vous dire demain qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, vous allez pouvoir, quand vous vous couchez dans votre lit, sentir les talons, les mollets, les cuisses, les fesses, le dos, les bras, les épaules, la nuque, les bras. Vous allez sentir votre drap. Vous allez sentir est-ce que c'est du lin, c'est de la rayonne, c'est du synthétique, est-ce que c'est de la soie. Vous allez sentir le drap sur votre corps, la poitrine, le ventre, le bas-ventre, les cuisses, les mollets, les tibias. Vous allez sentir la légère pression de votre drap de couverture.
vous allez laisser venir simultanément la sensation du dessus, du dessous. Et là, il n'y a plus grand-chose au milieu. Il y a un fait de tactilité qui vous allez vivre progressivement comme une forme de chaleur, comme une forme de légère émulsion. Et un peu comme quelque chose qui va se prendre en charge, qui va un peu se déployer dans l'espace, un peu comme quand vous jetez un sac sur une table qui n'a pas été poussiérée pendant 20 ans. Il y a la poussière qui monte, et puis progressivement la poussière qui descend. Et là, c'est la même chose. Un peu de tactilité, de chaleur qui va se déployer dans la pièce pour vous. Et puis à un moment donné, il y a une sorte de réduction. Et quand la réduction se finit, normalement vous êtes dans le sommeil profond. Si vous abordez le soir comme ça, il va y avoir des moments de pressentiment. Des fois, le matin, avant de vous réveiller, vous êtes éveillé. Il n'y a personne d'éveillé, il y a un éveil. Dans cet éveil, le corps va apparaître progressivement. Ensuite, la pensée va apparaître. Ensuite, votre chien, votre femme, votre amant, la vie va apparaître. Mais vous sentez d'être avant d'être. Et à ce moment-là, il va y avoir des moments, des fois dans la journée, quand une pensée se finit, il va y avoir un vide avant qu'une autre pensée apparaisse. Et des fois, lors d'une perception, une perception se déploie, se résorbe, et il y a un espace vide avant qu'une nouvelle perception. Et ces espaces vont plus être vécus comme des vides, comme des manques, mais comme une présence. Non personnelle, mais une présence. Et ça, progressivement, va éroder en vous les moments où la présence entre deux activités est vécue comme un vide, et un vide qu'on doit combler. Donc c'est ça le processus. La chose la plus importante, c'est l'approche du sommeil. Le seul art de vivre qui a un intérêt, c'est d'apprendre comment s'endormir. Et ça, il n'y a rien d'autre que ça. Tout le yoga est là. Le reste, ça n'a pas d'importance. La pratique des pauses, de lire les textes, pourquoi pas, c'est la vie. Chacun sa vie, mais ça n'a aucune importance. Par contre, quand vous endormez le soir, est-ce que je peux m'endormir sans emmener la journée avec moi ? C'est fini. Les gens qui m'ont aimé, les gens qui m'ont détesté, les insultes, les compliments, c'est fini, c'est mort. Je ne l'emmène pas avec moi. Demain, ça n'existe pas, c'est un mirage. Je ne sais même pas, je serai réveillé demain. Peut-être qu'il y aura une bombe russe dans la nuit. Je me fous de demain. L'intensité de dormir, c'est maintenant. Je me donne à cette totale intensité de l'instant. Le passé, c'est fini. Le futur, c'est une hypothèse. Il n'y a pas de futur. C'est cette intensité de sommeil, c'est là où tout va se jouer. Pour qu'ensuite, il y ait des moments de présence, sans personne de présent, mais qui ne soient plus vécus comme un vide. Vous voyez, c'est ça l'exploration. Vivez pas en Grèce, où on mange à 10h le soir, on se couche à minuit, on sort de table. Il vaut mieux vivre, en tout cas pour ça, dans les pays anglo-saxons. On mange à 6h, vous allez faire une marche ensuite, vous mangez légèrement, vous allez faire une marche, vous faites l'amour à votre chien, vous faites un peu de gymnastique, vous couchez à minuit, quand la partie de la digestion est faite, vous avez vraiment mâché, ça va encore, mais il n'est pas dans les pays qui mangent très tard, etc., dans la convivialité, en parlant, en mangeant, donc ils avalent parce que pour répondre aux voisins, donc quand ils n'arrivent pas à avaler, ils boivent pour avaler plus. Voilà, ça c'est des mauvaises réincarnations, il faut éviter. Il faut vivre de manière fonctionnelle. J'ai mal entendu le début. Comment appréhender quoi ? Un virage assez fort dans sa vie, sans avoir peur, et en arrivant à développer
ce qui est là est indispensable. Donc quand il y a une peur, c'est que j'en ai besoin. C'est pas une peur méchante, c'est pas une peur que je mérite, c'est pas une peur que je mérite pas, c'est pas une peur que je dois lever, c'est pas une peur qui est une erreur, c'est pas une peur qui est justifiée, c'est simplement ce qui est là dans l'instant et je dois l'écouter. Donc oubliez le virage, oubliez le changement potentiel, donnez-vous à la peur. La peur, c'est pas une idée. Si votre chien vous demande, ou votre chat, comment tu sais que tu as peur, vous allez dire, mais je le sens. Donc vous le sentez. Vous le sentez dans votre corps. Où est cette sensation de peur? La gorge, la poitrine, le ventre, la nuque. On a chacun une zone un peu différente. Vous devez explorer cette sensation, mais explorer vraiment tactilement. Est-ce que cette peur est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est astringente? Est-ce qu'elle est amère? Est-ce qu'elle est gluante? Est-ce qu'elle est colorée? Est-ce qu'elle est obscure? Est-ce qu'elle est en contraction? Est-ce qu'elle est en expansion? Est-ce qu'elle est lourde? Est-ce qu'elle est légère? Vous devez explorer tactilement, un peu comme un romancier qui veut décrire une femme qui a peur, et donc vous décrivez sur plusieurs pages de votre livre comment elle vit cette peur, qu'est-ce qu'elle sent. Est-ce que ça lui coupe les jambes? Est-ce que c'est dans son ventre? Est-ce que c'est dans le plexus? Est-ce que ça joue sur le diaphragme? Est-ce que ça empêche sa digestion? Est-ce que ça l'empêche de déglutir? Est-ce qu'elle a une tension dans les épaules? J'explore tactilement la peur. Ce dont j'ai peur m'est totalement égal, parce que maintenant vous avez peur de ça, mais quand vous avez 3 ans, vous avez peur d'autre chose, mais c'était la même peur. Et quand vous aviez 6 mois, vous aviez peur qu'on ne vous donne pas à manger, c'était la même peur. Il n'y a qu'une peur. Il y a une seule peur dans la vie. C'est la peur que ma femme me quitte, c'est la peur de ne pas trouver de travail, c'est la peur de mourir de mon cancer, c'est la peur de ne pas retrouver ma voie. Je veux dire, il y a une seule peur. La peur de la guerre, il y a une seule peur. Et cette peur archaïque avec laquelle on est né, qui est la peur de pas survivre. Qui est la peur qui fait que l'enfant, l'inspiration à la naissance du bébé, c'est une inspiration qui vient de la peur. Et le besoin de nourriture vient de la peur. Donc ensuite, tout le reste, c'est une transposition. Donc ça m'est complètement égal. Ce dont j'ai peur, c'est la peur qui est importante. Et la peur doit être abordée de manière purement sensuelle, purement tactile. Donc je l'aborde de manière conceptuelle, je peux avoir une forme d'acalmie, mais il va rester quelque chose. Donc tout ça se fait, et vous ne pouvez pas le faire volontairement, on ne peut pas dire ce soir je vais faire du yoga, je vais m'asseoir ou m'allonger, sentir la peur, non, ça ne marche pas comme ça. Et la prochaine fois que la peur panique vient, vous sentez cette peur de ce virage ou la peur d'autre chose, oubliez le virage, oubliez l'autre chose, donnez-vous à la sensation de la peur. Comment je sais que j'ai peur? Ben, je le sens. Je le sens où? Dans les pieds, dans les genoux, dans le ventre, dans les cuisses, dans le plexus, dans la poitrine, dans la gorge, dans les mâchoires. Explorer. Et pas explorer militairement, pas explorer intensément, explorer affectueusement. Posez la question et laissez-vous faire. Le corps petit à petit va vous donner des indications, va vous donner des compressions, va vous donner des sensations, va vous donner des vibrations, va vous donner des pulsations qui vont petit à petit... Et puis surtout, on n'essaie pas de répondre à la question. Quand je dis où est la peur, je ne veux pas dire elle est là. Non, non. Je m'en fous où est la peur, mais je pose la question où est la peur parce que, évidemment, pour écouter. Et quand je vous demande est-ce qu'elle est chaude, est-ce qu'elle est froide, on s'en fout que ça soit chaude ou froide. Ça veut dire ressentez. Ressentez légèrement. Pas de concentration, c'est purement affectueux, c'est léger. Et je vais laisser cette sensation de peur me toucher légèrement. Je n'essaie pas de ne pas avoir peur, je n'essaie rien du tout. Et si pendant la peur panique, je suis incapable de sentir, tout va bien. C'est pas le moment. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire de boxe, c'est pas la peine de les mettre sur un ring parce qu'ils ne devraient rien du tout. Tout n'est pas fait pour faire de la boxe. Et si sur le moment la peur est trop forte, tout va bien. C'est un mécanisme de survie, et si on me forçait à sentir la peur quand c'est trop tôt, on finit à l'hôpital psychiatrique. Et si on met sur un ring de boxe quand on n'est pas fait pour ça, vous finissez à l'hôpital. Donc on va fonctionnellement, quand la peur est trop forte, tout va bien, j'allume la télévision, je fume une cigarette, je mange mon chat, et puis
quelques heures après ou quelques jours après, la peur est toujours là, mais elle s'est réduite. Et peut-être qu'à ce moment-là, je vais pouvoir me dire, est-ce que c'est plutôt dans le ventre que je sens, est-ce que c'est plutôt dans la gorge? Et voilà, et petit à petit, vous allez pouvoir sentir de plus en plus près du moment en crise, sans jamais essayer de se forcer quand on est en crise. Et quand on est en crise, d'abord, on ne le sait pas. Quand vous avez tellement peur, vous ne savez même pas que vous avez peur. Après, vous vous rendez compte que vous êtes dans la peur panique, mais quand vous êtes dans la peur panique, vous ne le savez pas vraiment. Parce qu'on est quand même impliqué. On est un avec la sensation. Et puis la sensation se réduit, la peur se réduit, le chien qui vous fait peur s'en va, et à un moment donné, il y a encore la peur, mais il n'y a plus le chien. Donc je peux me laisser aller à la sensation, tant qu'il y a le chien, je ne peux pas. Donc tant que vous mettez l'accent sur la situation qui vous fait peur, vous ne pouvez pas être totalement sur la peur, parce qu'il y a l'énergie et sur la situation. Mais ce qui vous fait peur, à un moment donné, vous pensez à autre chose. Le chien qui vous fait peur, il s'en va. À ce moment-là, il reste encore la peur. Elle est moins forte, parce qu'il n'y a plus le chien. Mais elle est toujours là. Et là, je parle de ce relent de la peur, cette mémoire de la peur tactile, mais ce n'est pas une mémoire du passé, c'est une mémoire présente. Ça vibre encore, ça bouge un peu, je me laisse faire. Et puis, ça va comme toute sensation, c'est toujours une forme de dilatation. Et à un moment donné, une dilatation, une peur, c'est une contraction, et une peur qui se dilate, et plus une peur. Et progressivement, si vous faites ça après les moments de crise, vous allez de plus en plus pouvoir sentir la peur pendant la crise. D'abord, juste après, peu de temps après, puis on est pendant. Et à un moment donné, vous allez sentir la peur avant qu'il y ait la peur. Et vous pensez à est-ce qu'on doit faire ça, est-ce qu'on doit habiter là, et vous sentez la peur qui monte, et avant, vous auriez été en panique, vous auriez mangé quelque chose, fumé quelque chose, pour éviter, et des fois vous allez faire ça et tout va bien. Tout va bien, on ne vous dit pas qu'il faut faire face à la peur comme un légionnaire. Non, on vous dit de... Vous voyez ce qui se passe. Et puis la peur panique arrive, tout va bien. Et puis après ça diminue, et vous commencez à pouvoir sentir corporellement les relents de la peur en vous. Et vous allez pouvoir faire ça de plus en plus proche de la peur, et à un moment donné, pendant la peur panique, vous allez sentir la peur, et quand vous sentez la peur, vous n'avez plus peur. C'est des zones cérébrales différentes, on ne peut pas sentir et avoir peur. Quand on sent, on n'a plus peur. Quand on a peur, on ne sent pas, on bloque. Et à un moment donné, donc, vous allez sentir la peur qui va monter avant la peur. Et à un moment donné, vous allez sentir tout à fait le début de la peur. Il n'y a presque pas de peur, mais ça commence à monter. Et vous allez, à un moment donné, ne rien faire. La peur monte. La peur va arriver à un point culminant, puis la peur va descendre. Tout ça se passe dans votre écoute. Et tôt ou tard, un jour... vous rentrez chez vous et votre chat vous demande alors qu'est-ce que tu as fait cet après-midi. Vous allez lui décrire l'après-midi, puis vous allez vous rendre compte que il y a eu un événement cet après-midi qui avant aurait créé une immense peur en vous, et aujourd'hui rien ne s'est passé. Là vous savez qu'une peur s'est libérée. Mais si vous vous rappelez, je me rappelle que si même dans la situation, quand on me parle d'une chose, mais avant ça m'aurait touché, non ça ne me touche pas, c'est qu'en réalité ça me touche encore. Et à un moment donné, je réalise même pas que ça m'aurait touché, c'est que plus tard, si on me parle de la situation, je me rends compte, oui, mais avant, j'aurais pété les plombs si on m'avait dit ça, je serais devenu fou si c'était arrivé, et aujourd'hui, j'ai écouté la situation, ça n'a rien créé en moi. Et là, je me rends compte qu'il y a un niveau de peur qui s'est éliminé. Donc c'est après qui est important. Et puis petit à petit, vous allez voir, votre capacité de sentir pendant va augmenter. Après, vous allez sentir avant que ça monte totalement. Au début, et à un moment donné, ça ne va plus monter. C'est le jeu. Il ne faut pas être pressé. Mais il n'y a pas d'autre solution pour vraiment laisser mourir une peur. Parce que si j'essaie de la raisonner de manière conceptuelle, dire mais je ne devrais pas avoir peur, c'est une construction du cerveau tardif. Mais la peur, c'est les cerveaux anciens. Et cette peur-là n'est pas touchable par le raisonnement. C'est la différence entre les gens qui font des arts martiaux sportifs et les gens qui font du combat réel. Les arts martiaux sportifs, vous n'avez jamais peur, parce que votre partenaire ne veut pas vous tuer. Mais si vous entraînez sans jamais avoir peur, quand vous êtes devant quelqu'un qui veut vous tuer, 95% de votre acquis ne sera pas disponible. Parce que c'est le cerveau ancien qui
qui vous prend en charge en cas de survie. Et tout ce que vous avez appris va être effacé en grande partie. C'est pour ça que les gens qui s'entraînent en combat, c'est les gens qui ont toujours des accidents, parce qu'il faut avoir vraiment peur. Ceux qui s'entraînent au couteau, ils s'entraînent avec quelqu'un qui a un vrai couteau, qui sait vraiment de les planter. Et s'ils arrivent à gérer ça, ils ont une ou deux fois à l'hôpital, mais si ensuite en combat il y a un vrai couteau, ils auront le cerveau ancien intégrer la chose. Si je m'entraîne avec quelqu'un qui a un couteau en plastique, je suis très très fort avec un couteau en plastique. Je peux avoir des mouvements extraordinaires parce qu'il n'y a pas la peur. Et si j'ai un gitan me sort un vrai couteau, tout ce que j'ai appris sur les couteaux en plastique est plus disponible. C'est pour ça que le raisonnement, l'intelligence ne sert à rien. Ça sert pour autre chose. Ça ne sert pas pour libérer les conflits profonds. Donc toujours revenir au ressenti. Et c'est vraiment cette exploration de, après la peur, même 20 ans après la peur, il y a encore des relents, ce qui m'a fait peur. Quand vous avez un accident de voiture ce matin, un léger accident, ce soir vous allongez, il y a encore le tremblement. Il n'y a plus l'accident, mais le tremblement est encore là. Voilà, je pars de là. On ne dit pas pendant l'accident de sentir, non. Mais après, quand vous allongez le soir, 3 heures après, ou 20 ans après, vous évoquez la chose, il y a encore le choc. Super, je pars de là. Et progressivement, votre capacité d'intégrer une situation de plus en plus proche de la situation va augmenter. Et je dois basculer à... Je sens en moi le premier pressentiment de la peur. Je n'ai pas encore peur, mais je sens déjà la peur qui monte. Un peu comme je peux sentir la jalousie qui monte. Je sais pas encore, mais je sens ça. Quand vous êtes énervé, vous sentez l'énervement qui monte. C'est à ce moment-là que quelque chose va se faire. Et à un moment donné, ça ne monte plus. Donc, oubliez la situation. Ne cherchez jamais à ne pas avoir peur de ceci ou de cela. Donnez-vous totalement la sensation expérimentale, sensuelle de la peur, sans essayer de sentir pendant la situation difficile, mais après, quand vous vous couchez, voilà, tout va bien. Vous n'avez pas prendre une décision cette nuit. Oubliez tout ce que vous avez pensé là-dessus, c'est fini, c'est mort. Demain, vous aurez d'autres capacités. Mais donnez-vous au sentiment du malaise, c'est là que ça va se jouer. Puis il y a des tas de manières, mais en tout cas, pour nous, c'est la manière qu'on explore. S'il y a une dernière question? Eric, en ce qui concerne les images qui apparaissent la nuit, les rêves, et qui laissent des empreintes... Oui, c'est plutôt votre état de veille qui laisse des empreintes dans les rêves que le contraire. C'est parce que vous pensez certaines choses que vous rêvez certaines choses. Donc, vous ne devez pas... Il faut laisser les rêves tranquilles. Le rêve a une valeur dans le rêve. Mais quand je vais interpréter un rêve, automatiquement, c'est une interprétation. Qui a toujours une part d'intelligence, mais une part d'idéologie. Donc, à un moment donné, vous devez arrêter d'interpréter vos rêves. Et vous devez, par contre, quand vous sortez d'un rêve, il y a une forme d'émotion. Si vous avez eu peur, vous avez encore la chair de poule. Si vous avez eu un rêve d'excitation sexuelle, vous avez encore la joie sexuelle. Si vous avez eu un rêve de panique, il y a encore la panique. Si vous avez eu un rêve de beauté, il y a encore l'émotion de la beauté. Donc vous laissez le rêve se finir, et vous gardez l'émotion. Vous devez vivre avec cette émotion, un peu comme quand vous quittez un concert, le concert se finit. Vous ne vous rappelez pas ce que vous avez entendu, parce que dans ça c'est la mémoire, mais il y a une espèce d'émotion et ça prend quelques heures après un concert. Ou si vous avez fait un bon repas, il faut quelques heures après le repas, il y a encore des tactilités du repas que vous sentez. Vous allez avoir une exposition d'art, vous sortez de là, il reste encore de la beauté il faut un certain temps pour assimiler des choses. C'est pareil avec un rêve. Vous devez vivre avec le rêve tactilement, sans les images du rêve. Si elles reviennent, vous ne pouvez rien faire, mais sans chercher à ce qu'elles reviennent. Et petit à petit dans la journée, la peur ou la beauté ou l'excitation vont progressivement s'intégrer dans l'écoute. C'est ça qui est très important. Mais le rêve doit être compris dans le rêve, parce que le langage du rêve est dans le rêve qu'il faut, comme on est qu'on comprend le rêve, c'est dans le rêve, comme on dit, on va mettre en question le rêve et qu'on va se rendre compte qu'on rêve. Quand je me réveille et dis j'ai rêvé, je suis passé à côté.
Mais à un moment donné, dans le rêve, des fois, vous allez savoir que vous rêvez. Et vous allez vous réveiller parce que vous savez que c'est un rêve. Dans le rêve. C'est très important. Mais mettez de côté les... Je veux dire, vous pouvez, pour le plaisir intellectuel, moi quand j'étais jeune, après avoir vu de nombreux psychiatres qui disaient à mes parents que j'étais fou, ce qui n'était pas forcément faux, et que j'allais me suicider, ce qui était par contre une bêtise, j'ai rencontré une vraie psychologue qui était exceptionnelle, qui m'a un peu sauvé sur un certain plan, et qui était une analyste brillante. Et après quelques années avec elle, quand j'avais un rêve, elle me demandait voilà, comment Freud aurait interprété, comment Adler aurait interprété, comment Jung aurait interprété, comment Lacan aurait interprété, comment elle aurait interprété et comment moi l'interprétais. Donc c'est pas grave, ça c'est des éléments intellectuels, pourquoi pas, comme d'aller à la pêche. Il n'y a aucun problème avec ça, mais par contre, ça c'est des éléments purement mondains qui peuvent avoir une forme de stimulation intellectuelle, mais c'est comme d'étudier les Brahma Sutras de Shankara et les différents commentaires, on peut avoir une stimulation intellectuelle, mais ça n'apporte rien intrinsèquement. L'analyse des rêves, c'est la même chose. Par contre, ce qui apporte quelque chose, c'est de vivre avec l'émotion du rêve dans la journée et vous laisser porter cette émotion vraiment comme vous sortez d'un concert, vous portez en vous et petit à petit, vous allez intégrer tactilement le rêve, ça c'est très important. Mais pas de conclusion. Des fois, dans un rêve, vous faites l'amour à votre voisin, ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose en rêve, mais ça, vous ne devez pas le transposer à l'état de veille. Des fois, vous allez étrangler votre voisin, ça veut dire quelque chose en rêve. À l'état de veille, n'essayez pas de le comprendre, vous allez mal le comprendre. Pas parce que vous tuez quelqu'un qu'il est méchant, que vous êtes méchant, c'est pas parce que vous faites l'amour avec quelqu'un que vous êtes... C'est un autre sens, c'est un rêve interne, c'est un sens interne qui ne peut pas se décoder depuis l'état de veille. Sinon, c'est toujours une transposition. Il y en a très belles. Moi, j'ai étudié les manuscrits de rêve népalais, des manuscrits de rêve tibétains, des manuscrits de rêve indiens, des chinois, des japonais. Il y en a des très beaux birmans. Chaque fois, c'est très intéressant culturellement, et chaque étude du rêve de ces traditions oriente une forme de compréhension, mais je dirais que ça a une valeur pour la stimulation intellectuelle, encore une fois, mais ça n'apporte rien essentiellement. Par contre, de vivre avec le ressenti du rêve, sans commentaire, il n'y a pas de bon rêve, il n'y a pas de mauvais rêve. Quelque chose se fait, et à un moment donné, il y avait une espèce de dissociation. En France, on a la chance extraordinaire d'avoir deux mots, le mot rêve et le mot songe. Les malheureux anglo-saxons n'ont pas ça. Et on va vraiment faire une différence entre le rêve, qui est une concrétisation de problématiques de l'état de veille, et le songe, qui est une ouverture, c'est quelque chose qui est au-delà de ma limite, et qui transmet des éléments d'intégration de ce qui est au-delà de moi-même. C'est pas une différence intrinsèque, mais il y a une différence, on va sentir. On va dire quand c'est un rêve qui vous transmet quelque chose, et toutes les approches traditionnelles, les grands textes traditionnels ont toujours été transmis en l'état de rêve, toujours été reçus à l'état de rêve. Et si vous ne rêvez pas de l'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement ne vous concerne pas. Si vous ne rêvez pas de votre amoureux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment amoureux. Si vous ne rêvez pas de votre chien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie relation avec votre chien. Si vous ne rêvez pas de la boxe, quand on fait de la boxe, vous n'êtes pas fait pour la boxe. Et si vous ne rêvez pas de l'enseignement, c'est qu'il ne vous concerne pas. Ce qui va venir dans un enseignement va venir dans l'état de veille, mais dans l'état de rêve, et encore plus fort dans l'état de rêve. Les transmissions internes se font dans l'état de rêve, qu'on ne va pas manipuler, contrairement à l'état de veille. Donc c'est un espace exceptionnel de profondeur, mais il faut le laisser libre de notre compréhension de l'état de veille, qui est toujours une transposition arbitraire, idéologique, qui peut avoir une valeur pour un thérapeute, c'est autre chose. Mais nous, on n'est pas dans le domaine thérapeutique, mais dans le domaine de notre approche. On ne comprend pas le rêve, on écoute le rêve, et il y a un effet d'intégration tactile qui va se faire. Passez une bonne soirée.